Donc je vais vous dire pêle-mêle quelques mots que je sais ou que je crois savoir sur les marques et comment on peut relier ça à cette génération, et donc à la fois sur le côté business et par rapport à ce que disait Sophie, comment cette génération fonctionne, en tout cas ce que j'ai appris au travers de cette étude. Donc j'ai écrit plein de bouquins, en tout cas pour ceux qui me connaissent. Donc à part le Génération Z, le gros bouquin universitaire, c'est le Branding Management, qui est un truc à peu près lisible. Hein. Donc vous n'êtes pas obligé de le lire, il a 600 pages, écrit très serré, et c'est un bouquin de 3e cycle universitaire. Je sais le nombre de thèses qui se font sur les marques chaque année en France par le nombre de bouquins qui se font. Hein, globalement, c'est à peu près ça. Alors sinon, le plus récent qui sort cette semaine, qui est la suite de Mythologie des marques, qui est mon bouquin classique, puisque c'est le rapport des marques au mythe, s'appelle Devenir en marque mythique, donc c'est, considérons, la 5e édition de Mythologie des marques, et qui intègre les marques des GAFA, et donc toutes les marques Internet, si vous voulez, puisque c'est un parallèle entre le discours des grands mythes et, si vous voulez, ce qu'ont utilisé les marques de ces éléments discursifs pour construire leur force. Et puis, naturellement, quand vous avez écrit, j'ai écrit une quinzaine de bouquins, quand vous avez écrit une bonne dizaine de bouquins autour des marques, vous avez envie d'écrire un peu autre chose. Donc, je suis parti sur je dirais, ma marotte des mythes, sur d'exprimer sous forme de roman un certain nombre de mythes, dont l'arrière-fond est toujours l'entreprise. Donc le premier, c'est le mythe de l'espoir, et c'est Bovary 21. Donc c'est en fait la suite de Madame Bovary. Hein. C'est ce que j'ai toujours voulu écrire. Donc j'ai mis 40 ans, si vous voulez, à y arriver. Et ensuite, c'est le mythe du leader, fabrique-nous un dieu, si vous voulez. Mais à chaque fois, c'est un fonds d'entreprise, puisque là, c'est une blogueuse qui travaille, disons, chez Coca, si vous voulez, qui est marketeuse chez Coca. Et là, c'est un jeune scientifique qui a inventé un produit, et on n'en est pas très loin, qui va nous permettre de vivre 2 fois plus longtemps en bonne santé. Donc, vous voyez, c'est mon souhait personnel, parce que je me dis finalement, si je multiplie par 2, je vais encore pouvoir faire des conférences très longues. Donc voilà, et puis Génération Z, dont on va parler. Alors, quelques mots sur la marque, puisque c'est ma spécialité de base, si vous voulez. Une marque a, je dirais, a 3 fonctions. Et ça fait partie des invariants, quelles que soient les générations. Une première fonction, c'est une fonction dite transactionnelle. Est-ce que j'en ai pour mon argent? Non. Hein? En perception du grand public, alors que vous ayez acheté un sac 30 €, 300 €, 3 000 €, 30 000 €, est-ce que vous avez le sentiment d'en avoir pour votre argent, même si l'usage va être le même? Hein, c'est ce qu'on voit bien au niveau des voitures, puisque globalement, on ne va pas rouler plus, on ne va pas rouler plus vite, si vous voulez, mais certains vont acheter une voiture à 8 000 € et donc vont l'acheter à 80 000 €, si vous voulez. Hein, et globalement, donc là, mais à 80 000 €, vous pouvez avoir l'impression d'en avoir pour votre argent, parce qu'elle ne tombe pas en panne, parce que le bruit du moteur est génial, parce que c'est un beau cuir, parce que plein de choses, si vous voulez. Et puis de l'autre côté, à 8 000 €, vous pouvez avoir l'impression de ne pas en avoir pour votre argent. Hein, parce que vous relativisez pas, mais vous voyez, c'est des perceptions très personnelles. Si vous voulez. La deuxième fonction, qui est très importante naturellement, c'est la fonction identitaire. Donc la première, c'est qu'est-ce qu'on achète, la deuxième, c'est qui on est, et à quelle tribu, finalement, on appartient. Bonjour. À quelle tribu on appartient, à quelle communauté. Alors pour les gosses, c'est hyper important. Et alors la troisième fonction, qui elle n'existait pas, qui vient complètement de cette génération, disons un petit peu avant, mais en tout cas qui s'amplifie beaucoup, qui est la fonction inspirationnelle. Il y a 20 ans, si j'avais fait la même conférence, si vous voulez, je vous aurais dit il y a 2 fonctions, c'est rapport qualité-prix et puis la fonction identitaire, qui on est, hein, globalement. Et il y a une troisième fonction, est-ce que ça fait progresser
ou régresser la société. Hein, ça n'existait pas il y a 20 ans. Enfin, où c'était mineur de mineur, si vous voulez, ça n'existait pas. Et donc, c'est la fonction prioritaire aujourd'hui auprès des gosses. Alors, si vous voulez, pour une raison première, c'est que la fonction transactionnelle, quasiment tous les produits et services, ont gagné en qualité, donc les standards, si vous voulez, ont augmenté, et on a très peu, derrière une marque, de produits complètement daubés. Hein. Et donc, quand les marques, elles tombent, entre guillemets, c'est sur la fonction aspirationnelle. On dit Lactalis, c'est complètement dégueulasse, Coca, c'est plus possible de boire autant de sucre, etc., etc., si vous voulez. Et donc, ça fait régresser la société, ou en sens inverse, Apple nous dit, bah, nous, c'est l'innovation. Hein. On est demain, et donc, globalement, si tu te projettes dans l'avenir, bah, tu es Apple, et si tu te projettes dans le passé, bah, tu as toutes les autres marques, si vous voulez, qui s'y réfèrent, puisqu'en fait, elles se réfèrent à cette fonction transactionnelle. Donc ça, c'est ces 3 points, et donc avec en particulier ce point qui n'existait pas, qui est cette fonction, est-ce que c'est bon ou pas bon pour la société? D'accord? Et on va voir comment ça s'appelle. Alors, la définition de la marque que j'aime bien donner, c'est juste en 3 mots, donc c'est ça, repère mental sur un marché. Que 3 mots. Hein? Alors, ce n'est pas toutes les définitions que vous trouvez dans plein de bouquins plus savants, si vous voulez. Hein, c'est un ensemble d'éléments distinctifs, etc. C'est vrai tout ça, hein, c'est pas faux. Mais repère sur un marché, c'est-à-dire globalement, ça c'est un bouquin, et l'éditeur, est-ce que son marché c'est uniquement les bouquins ou autre chose? Et repère mental, c'est-à-dire repère dans la tête des gens. Cet éditeur, par rapport à d'autres éditeurs, qu'est-ce qu'il nous promet? Hein? Qu'est-ce qu'il nous apporte et qu'est-ce qu'il nous apporte? Alors, à partir de ça, comment on fait? Naturellement, un peu de marketing. Et ce qui ressort de façon très forte aujourd'hui, c'est l'identité sensorielle et c'est la narration. Alors, sur le marketing, je ne reviendrai pas dessus. Bon, je dirais que vous êtes tous profs de marketing. Un produit, il est cher, pas cher, il est vendu à cet endroit, il est vendu ailleurs, etc. Hein. Les fameux 4P du marketing ou 5P du marketing, le produit, le prix, la distribution et sa notoriété, avec aujourd'hui, on ajoute un peu la personnalisation, c'est-à-dire le lien qu'il peut y avoir direct avec les consommateurs. Mais ce qui est important, aujourd'hui, c'est toute la partie sensorielle. La partie sensorielle qui commence par le nom. Alors le nom, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, je vous aurais dit, vous créez une marque de vêtements, appelez-le d'un nom complètement bizarre. Et aujourd'hui, j'ai tendance à dire, bah, appelez-le le slip français. Et c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, la culture, appelons ça Google, hein, SEO si on veut être savant, la culture Google fait que finalement on tape des mots-clés et que la marque qui se rapproche le plus de ces mots-clés, si vous voulez, est une marque qui naturellement va remonter automatiquement en première page ou dans les premières pages. Et donc c'est là où il y a une nouvelle logique de nom de marque qui s'est créée, avec le slip français, avec vente privée aussi, c'est en train de changer de nom, chauffeur privé, etc., qui change de nom aussi, si vous voulez, où là, c'est assez intéressant parce qu'on a quelque chose de très neuf. Hein? Les marques de type descriptif ou bénéfice, je vais dire client-consommateur, remontent complètement. Une marque très intéressante là-dessus, c'est Blablacar. Blablacar, très intéressant, puisque initialement, ils avaient appelé ça autopartage.com. Hein? Et après, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient aller plus loin et qu'ils pouvaient promettre, au-delà de l'autopartage, qu'ils pouvaient promettre quelque chose qui est intéressant, qu'on allait blablater, qu'on allait se faire des amis, finalement, si on prenait cette voiture et cette formule. Et c'est assez intéressant. Et alors d'autres marques l'avaient fait avant, hein, une marque en particulier que vous connaissez bien qui est Tailfin. À Tailfin, pour moi, c'est le plus beau nom de marque jamais créé. C'est-à-dire que c'est Danone, hein, ils ne nous promettent rien, ils n'ont pas dit zéro fat, ils n'ont pas dit zéro sugar, mais chacun d'entre nous,
On se dit, ah ouais, c'est ça qu'il me faut. Et donc, c'est nous qui mettons les ingrédients qu'eux ne mettent pas à l'intérieur. Hein. C'est eux qui mettent. Et donc, c'est quand vous... Et ça, cette génération, elle est très très sensible. Et comme c'est une génération, on va y revenir tout à l'heure, qui est une génération qui est assez cash, hein, vous le savez, et bien finalement, quand vous employez un nom de marque qui dit, hein, comme ça a été fait, pomme pour de l'informatique, Apple, si vous voulez, ben, ça ne dit pas grand-chose. Hein. Mais aujourd'hui, si Steve Jobs revenait et créait sa boîte, je ne sais pas, il appellerait Info Easy ou je ne sais pas quoi, vous voyez, quelque chose comme ça, où là on voit bien autour des différents Easy, hein, sous toutes les écritures possibles et qui sont développées, si vous voulez, tout ce qui est fait. Alors au niveau coloriel, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette génération est très attentive au différentiel coloriel. C'est-à-dire qu'en fait, elle a très bien compris toute la sensorialité du monde, et donc, dès qu'elle crée quelque chose, elle crée un univers. Le premier qui a lancé ça, c'était Apple, hein, globalement, où avant Steve Jobs, un ordinateur, quelle que soit sa taille, c'était viril, noir, sombre. Steve arrive et il dit non, ça doit être transparent. Léger, féminin et transparent, quoi, hein, globalement. Et donc c'est assez intéressant, si vous voulez, cette affaire. Alors on voit tous les co-gens, etc., si vous voulez, et toutes les boutiques qui sont créées autour de ça, avec des looks plus ou moins minimalistes, hein, qui se développent, mais autour d'une idée colorielle généralement assez forte, hein, du type Milka, qui impose un chocolat lilas, hein, ce qui est assez bizarre pour du chocolat, mais ils ont bossé pendant 15 ans avec tous les offices juridiques du monde pour arriver à imposer ça, si vous voulez, et à développer ça. Alors, naturellement, derrière ça, il y a ce qui intéresse le plus cette génération, qui est la narration. Alors, en fait, cette génération, et on ne la comprend pas, si on n'intègre pas que c'est la génération des séries. Hein, c'est la génération Netflix. Et donc, si vous voulez, ils ont très bien compris que, d'abord sur Netflix, tu peux regarder quand tu veux, ce que tu veux, et sous tous les devices, tous les outils possibles et imaginables, et que, naturellement, il y a une manière de continuum, mais avec des rebondissements permanents. Alors, permanent. Et donc, tant qu'on n'a pas compris que c'était la génération des séries, cette génération n'arrive pas à l'appréhender. Et donc ça, c'est un des points qui est hyper important. Alors, en fait, le bouquin, je voulais l'appeler Génération KZ. Pourquoi KZ? À cause de Katniss Everdeen, si vous voulez, qui est l'héroïne de Hunger Games, et qui est, à mon sens, le moment de lancement de cette génération. Hein. Le premier Hunger Games, c'est, je crois, de 94, et donc, si vous voulez, au moment où on considère, hein, puisque 95, c'est le début de naissance de cette génération, si vous voulez, et donc, c'est à partir de ça, si vous voulez, que ça se développe. Et donc, en fait, ce que nous raconte Katniss, c'est le monde est un monde complètement loufoque, voire tyrannique. Et c'est une tyrannie qui est faite par les médias et par en particulier la télé-réalité, hein, où on fait se battre différents quartiers entre eux, si vous voulez, hein, et on retrouve cette logique un peu ancienne qu'on appelle Panem et Circenses, hein, tu donnes à manger aux gens et tu les amuses et tout va bien, et à partir de ça, tu peux régner très longtemps sur un peuple, hein, c'est ce que disaient les empereurs romains, et donc ça part de cette idée. Et donc Katniss, c'est sa sœur qui est envoyée au combat pour défendre son quartier, et Katniss se dit, elle n'y arrivera pas, j'y vais. Et donc elle y va avec son arc et ses flèches. Et avec un de ses copains, et ils défendent très très bien, si vous voulez, leur quartier, avec plusieurs éléments qui sont importants. C'est une opposition vis-à-vis des élites, un sentiment de rébellion,
Et paradoxalement, un sens du devoir qui est très développé. Hein, ça rejoint un petit peu l'introduction que faisait Sophie, que je cherche du regard voilà, qui se cache, qui modeste se cache au fond de la classe. Et donc, un sens du devoir, puisqu'elle veut absolument sauver sa famille, son quartier, etc. Une générosité pas possible, voire un sens du sacrifice, et de l'humour par-dessus. Hein. Et au travers de cela, vous avez absolument tous les éléments de cette génération, qui prend une espèce de distance, mais qui considère que le monde est foutu, mais que finalement, ils s'en sortiront. Alors, ils s'en sortiront, vous voyez, comme Katniss, par petits groupes, par quartier. Hein, c'est-à-dire que c'est pas par rapport aux générations du type, j'ai dit, baby boomers ou les suivantes, soit celles d'avant, si vous voulez, c'est pas collectif. Hein. Et on voit bien Jean-Luc Mélenchon a beau dire les jeunes ils votent pour moi, donc fait une manif, ils vont venir, ils ne viennent pas. Ah, il ne comprend pas, alors il recommence une seconde fois, ils ne viennent pas plus. Hein. Et la troisième fois, ils ne votent même plus pour lui. Donc, si vous voulez, c'est très déstabilisant. Si vous voulez. Mais parce qu'ils sont dans cette logique, on va sauver le monde, mais on va sauver le monde tous les trois. Hein. Et donc, parce qu'on se connaît bien, parce qu'on se fait confiance, parce que, etc. Et on va d'abord se sauver nous-mêmes, et puis on sauvera le monde pendant qu'on y est. C'est, je dirais, tous les Avengers, que, si vous voulez, que l'on voit, c'est la même story. Hein. Le monde est foutu, mais tu as 3 personnes de bonne volonté qui vont reconstituer l'humanité. Hein. Et avec donc un sens du devoir, un sens du sacrifice, parce que naturellement, Katniss, comme tous les héros, ils en prennent plein la gueule, si vous voulez, mais en même temps, ils gardent ce côté très humour et je dirais cette distance un petit peu par rapport à... Alors à partir de ça, c'est là où, en effet, c'est une génération du storytelling. Le mot vient des scénaristes d'Hollywood et d'ailleurs, si vous voulez. Et en fait, la différence entre simplement raconter une histoire et storytelling, raconter une histoire, ben, c'est raconter une histoire, et storytelling, c'est raconter une histoire pour convaincre. Hein? Donc c'est la grande différence entre les deux, et c'est une génération qui a complètement intégré ça. Que le monde est binaire. Tu es d'un côté, tu es de l'autre côté. Alors naturellement, les médias comme Twitter nous poussent beaucoup, si vous voulez, à ça, puisqu'on réagit de façon très émotionnelle, et on réagit ou pour ou contre, mais on ne réagit pas hein, en 180, même 280 caractères, on ne réagit pas en philosophe et en dissertation en 3 parties de thèse, antithèse, synthèse. Hein, globalement, on réagit en disant on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et si on est un peu énervé, ben on dit ouais, génial, machin. Et puis, ou pauvre con, t'as rien compris au monde, etc. Si vous voulez. Et donc, on part complètement à ça. Mais c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça rejoint toute une réflexion de fond que nous savons depuis, j'allais dire, 10 000 ans, qui est que la parole qui raconte est beaucoup plus forte que la parole qui démontre. Vous pouvez amener tous les chiffres, hein, ma chère Sophie, en disant l'école, elle va super bien, tout ça. Les gens vont dire, ouais, Sophie et le président, ils sont géniaux. Mais si vous n'apportez pas une anecdote, un truc qui va les frapper, ils se souviendront de rien. Ils diront, ah bah ouais, le café était un peu froid. Et puis c'est à peu près tout ce dont ils se souviendront. De l'autre côté, si vous apportez une anecdote en disant, ouais, hein, cette année, il y a en permanence un chat qui courait dans les cours, on n'a jamais pu l'attraper, etc. À la sortie, on s'est aperçu qu'il était beaucoup plus savant que la plupart des étudiants. Là, tout le monde va se souvenir, si vous voulez, de cette histoire, de cette anecdote naturellement forte. Alors, j'en prends souvent pour exemple les premiers pas de l'homme sur la Lune, où les héros, c'est les ingénieurs, même ceux qui envoient la fusée qui la ramènent. Qui connaît le nom d'un ingénieur? Personne. Et donc, c'est le côté très émotionnel des premiers pas, si vous voulez, très visuel, hein, qui se développe là-dessus. Et donc, c'est une histoire naturellement réelle ou supposée réelle, hein, du storytelling. Alors, elle n'est pas toujours complètement fausse,
Il ne vous encourage pas à encourager vos étudiants à écrire des fausses histoires, mais ils savent très bien le faire. Ils partent d'un petit bout d'histoire qui leur est arrivé, et généralement ils le développent très bien. Hein. C'est ce que j'ai fait il y a quelques années pour Ushuaïa, si vous voulez, où en fait, quand TF1 a décidé, m'a fait venir pour en faire une licence, hein, pour proposer des dossiers à des industriels. Ushuaïa, à l'origine, c'est ça, hein, et aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que globalement, c'est de -5 à +5, et c'est des vents à 150 à l'heure, enfin, c'est un endroit pas agréable à vivre. Hein. Et en fait, ce qu'on en a fait, alors c'est de la nature, hein, sauvage, mais ce qu'on en a fait, c'est ça, avec L'Oréal, si vous voulez, qui était un peu plus Bora Bora. Hein. Il y a eu un peu plus de soleil, un peu plus de chaleur, si vous voulez, qui était apportée. L'idée est restée la même, hein, puisqu'à l'origine, ça s'appelait, après ça a évolué, ça s'appelait Ushuaïa Nature. Alors, comment raconter pour que ça soit une histoire? Alors, ça, c'est le fruit de pas mal d'années de travail avec les travaux de ce qu'on appelle des linguistes, hein, des gens qui travaillent et qui ont travaillé dans les années 80, l'école dite structuraliste, qui ont travaillé sur les contes et légendes inventés il y a 10 000 ans et qui, malgré ça, sont arrivés à nous. Donc, il y a Campbell du côté des USA, il y a Grémas et Prof en Europe et en Russie, il y a quelqu'un en Inde, quelqu'un en Afrique, si vous voulez, qui ont travaillé, et ils sont aperçus que depuis que vous et moi, on est tout petits, depuis que le monde est tout petit, on nous raconte une seule histoire. Il y a toujours quelqu'un qui raconte une histoire à quelqu'un d'autre. Il raconte l'histoire d'un héros. Si c'est un héros, il a une action héroïque à développer. Et s'il a une action héroïque à développer, c'est qu'il y a un salaud, un opposant, qui va l'empêcher. Hein. Si l'héroïsme, c'est d'aller chercher un gosse qui est de l'autre côté et qui n'a pas de danger, globalement, si vous voulez, il n'y a pas d'héroïsme. Mais s'il y a une barrière de feu et qu'il faut la traverser, là, il y a un héroïsme, et donc il y a un fléau, il y a une difficulté, il y a un opposant, il y a un salaud qui est là. Et alors, ce qu'ils nous ont appris, et qui est vraiment intéressant, c'est que dans toutes ces histoires, il y a aux côtés du héros, soit quelque chose de concret, appelons ça une baguette magique, si vous voulez, soit un personnage qui lui n'est pas héroïque du tout, et qui est cette manière de lien entre le héros et nous-mêmes. Hein. C'est Don Quichotte par rapport à... c'est Sancho Panza par rapport à Don Quichotte, c'est Bernardo chez Zorro par rapport à Zorro, etc. Hein. En permanence, si vous voulez, il y a cela. Et sinon, finalement, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, ce n'est pas aussi efficace que cela. Et donc, ça a apporté, si vous voulez, cet élément. Alors, ceux qui utilisent ça naturellement, c'est deux types de marques. D'abord, les lessives, qui ont très bien compris que l'efficacité, il faut la montrer. Hein, et que quand vous avez Ariel qui a 3 actions, ben vous avez 3 poches de couleurs différentes. Hein, quand vous avez Calgon, Calgonite, qui lave, qui enlève les traces de calcaire et qui a un super bowl super puissant, vous avez 3 éléments de couleurs différents. Et alors le deuxième qui fait ça, c'est naturellement le monde de la mode, hein, avec les directeurs artistiques qui, à l'origine, sont souvent les créateurs, hein, donc c'est le nom, c'est une griffe, sauf lorsque Gabrielle Chanel meurt, on ne peut plus dire qu'elle est là, hein, et on n'est plus en griffe. Hein. Une griffe, souvenez-vous, et vous le savez mieux que moi, c'est une griffure. Hein. Donc, si vous voulez, c'est très humain, très personnel, etc. Et donc, lorsque la griffe n'est plus là, va falloir la remplacer par quelqu'un comme, je dirais, ce personnage improbable. Hein. Ce personnage improbable, Gabrielle Chanel meurt, ils mettent 10 ans à essayer de trouver quelqu'un qui puisse exprimer 2 choses. C'est complètement élégant et c'est complètement à l'ouest. Et alors il tombe sur cet individu qui malheureusement nous a quittés, et
Et là, ça a marché de façon extraordinaire, si vous voulez. Alors, Chanel va avoir le même problème de trouver ça, mais comme Apple a le même problème avec la disparition de Steve Jobs. Hein, Apple a le même problème. Alors, bon, au début, ils s'en sortent assez bien, puisqu'ils ont augmenté les prix, ils ont été un peu vers le luxe, si vous voulez, sauf que s'ils ne veulent pas devenir une marque pure de luxe avec finalement très peu de parts de marché, ce qui dans le domaine technologique finit par poser des problèmes, parce que globalement, comme c'est un système fermé, tant qu'il y a suffisamment d'individus qui communiquent entre eux, ça va bien. Le jour où il n'y a plus que 5 graphistes qui communiquent entre eux, globalement, c'est ce qui leur était arrivé à la fin des années 70, et ça risque de ne pas se passer très bien. Alors, vous voyez sur un réel, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Alors, naturellement, quand il y a des créateurs comme Elon Musk, c'est tout à fait intéressant, si vous voulez, de voir ça. Alors, les adjuvants sont souvent, et ça, les gosses l'ont très bien compris, sous forme humaine. Hein. Alors, c'est là où on rejoint complètement le storytelling. C'est-à-dire, quand on n'a pas d'adjuvant naturel, et en particulier pas assez émotionnel, ben on le crée. Hein, du type cerise chez Groupama. Alors, par quoi commencer dans cette histoire? C'est naturellement, et ça les gosses l'ont très bien compris, c'est commencer par construire des vies. Qu'est-ce qu'on ne veut pas faire? Alors c'est une génération qui a très bien compris ce qu'expliquait Piaget il y a un siècle, si vous voulez, c'est que le moi se pose en s'opposant. Et que si tu veux exister, tu commences à dire non. Et tu commences à dire non, en particulier, à un type de monde que tu ne veux pas. Et c'est assez intéressant, et ça, ce qui permet de cliver immédiatement, si vous voulez, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le combat de la marque, c'est pour ou c'est contre, globalement. Et donc, c'est cette logique générationnelle qui, elle, n'est pas du tout, et vous le sentez très bien quand vous les avez en cours, qui n'est pas vraiment dans le détail et qui n'est pas vraiment dans la nuance. Et donc souvent on le regrette parce qu'on a été des générations où on nous a appris justement la dissertation du type Sciences Po en 3 parties si vous voulez, mais globalement c'est un petit peu ça. Et à partir de ça, ce qui les intéresse beaucoup, c'est comment est-ce qu'on dialectise cette tension narrative. Et donc cette tension narrative, comment elle va se développer? Alors on le voit très bien, si vous voulez, du côté de la mode, où c'est, je vais dire, très facile. En tout cas en marketing, c'est très facile de dire je fais une mode végane. Hein, c'est intellectuellement pas compliqué. Mais ça a embarqué, si vous voulez, énormément de public, si vous voulez, au travers de cela. Ça, c'est le mot des Julie Cousin. Vous connaissez mieux que moi l'exemple Cézanne, si vous voulez, et donc, qui embarque complètement une partie de cette génération. Et je travaille actuellement pour les jeans Caporal, si vous voulez. Ils sont à l'opposé complètement de ça. Ils ne savent pas comment revenir, si vous voulez, dans cet élément. Donc, je suis en train de travailler dessus, et c'est un sujet compliqué. Et vous voyez ce que nous disent chaque marque, un secret là-dessus. Et donc, c'est Sarah Bedoun, si vous voulez, libanaise venue de Beyrouth, qui a choisi de travailler uniquement avec des ex-détenus, sauf certains qui sont encore retenus en prison, afin de favoriser leur réinsertion sociale. Donc, vous voyez, c'est à partir, alors ça, c'est un des points qui est important, parce qu'on va le retrouver tout à l'heure, c'est à partir d'éléments concrets. Et ce qui sépare beaucoup cette génération des générations d'avant, c'est que les générations d'avant, d'abord on réfléchissait. Et cette génération, d'abord, elle agit. Et elle a changé quasiment 4 siècles de philosophie, d'un seul coup de baguette, magique ou pas. Pendant 4 siècles, on disait « to be or not to be ». Et donc on réfléchissait sur l'être. Et cette génération, elle dit « to do or not to do ». Si tu ne fais pas, tu n'existes pas. Et si vous voulez, c'est assez intéressant. Alors, c'est anecdotique, encore une fois, si vous voulez, sur une réflexion marketing de fond, c'est assez anecdotique, mais en fait, là, ce qui emporte l'adhésion, je vais dire, des gosses, des nouvelles générations, c'est l'émotion.
Hein. Il y a des filles qui étaient des taulards, des anciennes taulards, qui n'arrivent pas à trouver de boulot. Là, ces filles, je vais leur donner du boulot. Hein, je vais les intégrer. Donc il y a tout le côté inclusif, hein, de cette société que vous connaissez bien, puisqu'il y a deux pieds aujourd'hui, qui est le pied environnement, hein, et puis le pied inclusif. Hein. C'est ces deux éléments, c'est-à-dire c'est toute la diversité et frères et sœurs, c'est le côté inclusif, et puis de l'autre côté, ben, la planète c'est notre avenir, et les autres générations ne s'en sont pas beaucoup préoccupées, ce qui n'est pas tout à fait faux. Hein. Ça, on ne peut pas regretter, on ne peut pas reprocher ça à cette génération. Donc, ce qui est intéressant, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que ça permet, lorsque vous positionnez sur cette opposition, de prendre en ligne de mire une autre marque en disant, voilà, nous on est l'anti-cela. Hein, voyez cette opposition très intéressante qu'il y a entre L'Oréal et Yves Rocher. Yves Rocher arrive après L'Oréal et dit, voilà, L'Oréal, c'est de la chimie. C'est un chimiste, c'est de la chimie. Moi, Yves Rocher, je suis de la nature. Donc tu choisis. Tu veux te mettre de la nature sur la peau, tu veux te mettre de la chimie. Hein? C'est une opposition frontale, hein, de monde, de civilisation, au travers d'un produit de beauté, si vous voulez, de marque de cosmétique. Alors le sommet, si vous voulez, de cette opposition, c'est Coca et Red Bull. Ça, on est au sommet. Les deux nous vendent du sucre et de l'eau, un peu de gaz aussi. Et il y en a un qui nous dit, moi, nous, on est les Good Boys. La petite fabrique du bonheur, le Père Noël, etc. Et l'autre nous dit, nous, on est les Bad Boys. Si tu n'es pas capable de te balancer de 30 000 mètres en live et a priori de t'écraser comme une merde, c'est même pas la peine de songer à naître. Et donc, on a deux oppositions. Et c'est pour ça que ça marche très bien. Ça ne marche pas que sur cette génération, hein, ça a commencé avant, mais c'est des oppositions fondamentales. Mon bonheur, c'est dans le quotidien, mon bonheur, c'est dans l'exception. Hein, si vous voulez. Hein, et dans chacun d'entre nous, il y a des moments où on est plutôt d'un côté, des moments où on est plutôt de l'autre, et puis il y a des gens qui sont plutôt d'un côté, puis des gens qui sont plutôt de l'autre côté, si vous voulez. Mais c'est des oppositions vraiment fondamentales, si vous voulez. Alors à partir de ça, ça va raconter, je passe rapidement dessus, si vous voulez, il était une fois une narration humaine, un suspense narratif, avec tous les éléments narratifs qu'on trouve dans les séries. Hein. Je ne vais pas développer ça beaucoup. Quelque chose qu'a très bien compris cette génération et que les autres n'avaient pas compris, c'est que quand on dit humain, émotion, eh ben, c'est qu'on dit faiblesse. C'est-à-dire que vous et moi en particulier, on a beaucoup de défauts. Et donc, c'est ce qu'a bien compris Mythique, où il y a eu un succès initial extraordinaire. Après, il y a plein de marques qui sont arrivées et qui ont été hyper ciblées. Et donc, ces marques hyper ciblées, on dit, ben voilà, tu es une femme de 35 ans, donc on a le site pour toi. Tu es un homme plutôt machin, et donc tu as le site hyper pour toi. Tu as les plus de 50 ans, etc. Ben, c'est un nouvel avenir qui commence, etc., etc. Et là, d'un seul coup, ça a commencé à décliner. Jusqu'à ce qu'ils ont fait un certain nombre d'études et qu'ils s'aperçoivent que finalement, quand Georges allait sur Mythique et qu'il postait son profil, ben, il disait que du bien de lui, qu'il était jeune, grand, beau, riche, intelligent, etc., si vous voulez. Et quand, naturellement, vous rencontriez Georges, je ne serais pas déçu, mais un peu surprise. Et je l'ai vu un peu plus jeune, hein, je l'ai vu un peu plus grand, etc. Je l'ai vu un peu plus riche, etc. Et là, ils se sont aperçus que finalement, Georges, si tu disais quand même quelques éléments de tes défauts, ce ne serait pas plus mal. Et quand il va rencontrer une jeune femme, ben, elle va dire, ah bah oui, tu ne sais pas danser, moi je sais danser, enfin bon. Et là, il y a quelque chose qui peut se construire, qui est beaucoup plus intelligent, et ça a complètement relancé Mythique. 71% des gens qui s'inscrivent sur Mythique
remplissent le profil, si vous voulez, de leurs défauts. Hein, c'est intéressant. 71%. Hein, c'est intéressant, si vous voulez. Alors, ceux qui ont commencé ça, c'est la distribution quand ils ont vu que leur système ne marchait pas. Et donc, vous vous souvenez des légumes moches d'Intermarché. Alors qui, depuis, continuent de cartonner. Hein. Eux, ils ont compris le storytelling. Hein. Vous vous souvenez des derniers spots télé où on voit un gosse qui, avec ses copains, passe à la caisse, une jolie caissière, et donc et il a que des glaces, des hamburgers, des machins, des trucs. Et il voit que la jolie caissière, on regarde ça avec des goûts. Donc la fois d'après, il ajoute quelques pommes. Là, il voit qu'elle commence à s'intéresser au pommes. Et puis progressivement, il fait évoluer tout le goût de ses propres copains et il n'a que des fruits et légumes. Et à la fin, naturellement, elle monte sur son scooter et elle part avec lui. Et donc, Intermarché, depuis 3 ans, est la seule enseigne qui progresse. Carrefour se casse la gueule, Auchan se casse la gueule, hein, etc. On sait très bien. Et le seul, si vous voulez. Alors, ils ont fait, ça c'est assez intéressant, ils ont fait de leur faiblesse une force. Hein, quand vous travaillez sur une marque, hein, et votre cours c'est une marque, hein, dites-vous que vos faiblesses sont des forces. Leur faiblesse, c'était qu'ils étaient intégrés verticalement. Pendant longtemps, de cacher le fait qu'ils étaient pêcheurs, etc. Et donc, hein, qu'ils essayaient de placer leur MDD, hein, en quelque sorte, si vous voulez. Donc, pendant très longtemps, ils se cachaient un peu derrière, en disant, certes, on a des MDD, mais on a des grandes marques nationales. Et maintenant, ils sont complètement lâchés, puisqu'ils ont retourné en disant, ça ne peut pas être plus frais, puisque c'est nous qui le pêchons. Hein, et donc, ils sont partis d'un point qui était a priori un point négatif en marketing, en élément très positif, si vous voulez. Alors naturellement, l'intérêt du storytelling en marketing, c'est que quand on est embarqué par une histoire, on oublie un peu le marketing. Hein? Si on aime bien, c'est un peu plus cher cependant. Hein? Et donc, si vous voulez, et ça c'est complètement gagnant, et ça, cette nouvelle génération, elle a très bien compris ça. Hein? Que globalement, que si elle veut gagner un peu plus de sous et vendre un peu plus cher, et la plupart des marques, en particulier de mode qui sont lancées, ce n'est pas des produits donnés. Hein, ils ne peuvent pas concurrencer avec Primark, hein, ils n'essayent pas du tout, si vous voulez. Hein, et au contraire, mais ils ont construit une story qui c'est là où ça rejoint le mythe et le travail que je fais là-dessus. Sachez que sur le mythe, et c'est là où on voit le côté éternel des mythes, il y a 2 points. Ça nous permet de nous situer. Hein, dans quel mythe, de quel côté on est. Finalement, on est nature, on est culture. Hein, globalement, hein, on est science et culture. Et donc, de quel côté on est, ça nous permet de nous situer. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de pérennité des mythes. Et on se dit, les uns les autres, que dans un mythe, c'est a priori, il y a toujours quelque chose de vrai. Et donc, il y a cet élément, si vous voulez, qui est important. Alors, là où cette génération a bien compris, c'est que ce que disait le Coltrane Manifesto déjà en 99, c'est que les marchés sont des conversations. Et qu'Internet, c'est un monde de conversation. Et ça, ils ont très bien compris. Ce que les générations d'avant, on n'avait pas compris du côté des marques. Puisque les marques, elles étaient jusque-là descendantes. Hein, et globalement, eux fonctionnent à la Michel et Augustin à l'envers. Tu viens tous les jeudis soirs à la bananerie, tu vas goûter les nouveaux trucs qu'on fait, tu vas nous donner ton avis, tu vas venir avec des petits gâteaux que tu as fait, etc. Si vous voulez. Et donc, il y a cette conversation qui se met en place et qui est vraiment intéressante. Alors, naturellement, tout ça est en phase avec notre chère Katniss, qui non seulement est jolie et déterminée, et qui est très écolo, puisqu'elle n'a pas de pistolet, elle n'a qu'un arc et les flèches, si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jeune Katniss? Elle nous dit 3 mots. Elle nous dit harder, better et faster.
Alors ça, c'est 3 éléments de cette génération qu'il ne faut pas oublier. Premier élément, c'est on est prêt à bosser dur si on y croit. Alors pas très longtemps, mais dur. Et pourquoi pas très longtemps? À cause du faster. On veut bien bosser dur, mais ça ne doit pas durer, ça doit être rapide. Et tout ça, c'est pour rendre les choses mieux. Et donc, c'est ces 3 mots de Daft Punk, si vous voulez, qu'il faut avoir en tête, si vous voulez. Et donc, ce qui est cette personnalité, finalement, de Katniss, qui est indomptable, tenace, puissante, etc. Et qui est, alors c'est intéressant, par rapport aux générations d'avant, c'est l'antithèse de la victime. C'est une génération qui n'est pas dans une logique victimaire, qui a été longtemps l'apanage des générations d'avant. C'est pas leur truc de se faire plaindre, mais leur truc c'est de dire bah ouais, il faut que ça aille vite, il faut que ça marche. Faut que ça marche, et globalement on n'est pas plus victime que ça, et on va faire avancer les choses. C'est le fameux to do or not to be, si vous voulez. On fait, on agit, et on fait bouger les choses autant que faire cela. Avec 3 attentes. La première, et c'est là où il y a une différence par rapport à la génération Y, la génération Y n'est pas une génération de transparence. La génération Y, ceux qui ont entre 30 et 45 ans, globalement, ou entre 25 et 40 ans, globalement, c'est une génération qui est en effet digital native, qui est née de l'ordinateur. Mais c'est une génération qui a fonctionné d'une personne derrière son ordinateur. Or, la génération Z, donc celle qui est née en 95, alors je rappelle les successions de générations. Les baby-boomers, ceux qui sont nés en 50. Les générations X, donc les fils des baby-boomers qui sont nés en 65. Tout ça avec 5 ans d'écart d'un côté et de l'autre côté. Alors, les baby-boomers, qui est ma génération, génial. On s'est fait tirer par la société. On a salopé le monde, on ne s'est pas posé de questions. On a bien profité. Et en plus, on ne veut même pas lâcher la barre. Ce qui est intéressant, parce que comme je suis dans cette génération et que je suis un peu un décrypteur, alors ils sont en train d'inventer plein de modes qui correspondent à cette génération. Où finalement, alors naturellement le vintage qui revient complètement sur toutes ses formes, mais également une logique que finalement, puisqu'on est inclusif, puisque la société est désormais inclusive, elle ne peut pas rejeter ses vieux. Et donc, il faut bien qu'elle les garde très longtemps. Vous en avez encore pour quelques années. Vous étiez inquiet, donc... Bon, très bien. Donc, alors cette génération, donc génération X, alors génération baby boomer, génération X, alors c'est elle qui a ramassé. Elle pensait que ça allait être comme ses parents, et là, d'un seul coup, elle voit qu'il y a du chômage, des trucs, ça devient compliqué. Et donc, cette génération, vous voyez, la crise pétrole, c'est 76, si vous voulez, et donc cette génération, quand elle a 20 ans, ben, elle est en plein là-dedans. Elle est née en 65, et donc en 80, 85, elle se retrouve complètement là-dedans, et elle ne comprend pas bien ce qui se passe, et elle n'était pas préparée à ça. Alors, c'est la génération du silence. La génération Y, ben, c'est ces gosses qui, eux, sont nés dans les années 80, si vous voulez. Alors, eux, c'est un peu les sales gosses. Ils ont dit, mes parents ont morflé, mais moi, on me laisse mon mort. Mais c'est une génération qui reste très solitaire. Alors que celle qui naît après la génération Z, donc qui est née en 95 et 2000, globalement, les vrais millennials, cette génération, en fait, elle est née avec Facebook. Et donc, quand les gosses ont eu 10 ans, ils ont tous une page Facebook. Et donc, dès qu'ils ont commencé à fonctionner en numérique,
en digital, ils ont fonctionné en groupe. Alors, même si c'est très anecdotique, hein, je mets mon gâteau d'anniversaire, tu mets ton gâteau d'anniversaire, etc. C'est très anecdotique. Mais elle a pris l'habitude, dès le départ, dès qu'elle faisait quelque chose, de le montrer et d'échanger. Et donc, c'est pour ça que c'est cette génération, si vous voulez, de la transparence, et qu'elle a une exigence de transparence en permanence qui est très très forte, si vous voulez, que les entreprises montrent à la fois, je dirais, une égalité sur les salaires et montrent la différence qu'il peut y avoir. Deuxième élément, c'est une culture en effet très identitaire de la rencontre. Ils sont toute la journée sur leur smartphone, mais tous les soirs, il faut qu'ils se retrouvent à 5-6 à boire un peu. Hein? C'est assez intéressant. Alors, c'est sans doute le pendant, hein, c'est sans doute le besoin, si vous voulez, de pendant, mais c'est une logique de rencontre qui est très forte. Et le troisième élément, ben, c'est une génération qui aime comprendre et qui veut qu'il y ait du sens aux choses. Ce qui n'a pas été le cas, la Y, ça avait commencé, mais la X, pas du tout. Hein, était dans un système de consommation et globalement, elle ne se posait pas plus de questions que ça. Eux, ils veulent comprendre derrière une marque, derrière une école, derrière quel est le storytelling et pourquoi, en fait, finalement, ils donneraient du temps à cette école ou ils donneraient du temps à votre cours. On inverse le système, si vous voulez. Et alors, le point important, parce que ça, on n'a pas l'habitude de le faire, c'est qu'ils veulent qu'on leur dise bravo et merci tout le temps. Donc, puisqu'ils donnent du sens aux choses, que nous, on est des vieux cons et qu'on ne comprend rien au monde, ben, il faut qu'on soit capable de dire c'est super ce que tu as fait. Et il va bien falloir passer par là. Alors, après, définissez des grilles, des critères, ce qui va vous permettre, si vous voulez, d'être un peu plus affiné là-dessus. Donc, c'est ce fameux to do or not to be qui remplace le to be or not to be. Première conséquence, l'équité. Alors ça, ils ne supportent pas. Alors, ce n'est pas l'égalité. Ce n'est pas tout le monde sous la même poisse. Ils comprennent très bien qu'Mbappé gagne plus. Mais s'il y a 2 directeurs dans l'école, ils doivent avoir exactement le même salaire. L'équité, c'est un des points qui est essentiel, qui existait assez peu qui existe sur les Y et qui existait très peu sur les X. Et pourquoi l'équité? Parce qu'en fait, c'est une justice, mais en perception très personnelle. L'égalité, si vous voulez, c'est une norme, c'est maximum, tu vas avoir 3 fois le SMIC, globalement, ça c'est l'égalité. Et l'équité, c'est de dire, faut pas que ça me semble trop choquant, si vous voulez. Donc c'est la même chose, mais c'est beaucoup plus subjectif. Naturellement, le pool et le droit à l'erreur que vous connaissez. Alors, en fait, c'est là où ils mettent une distance par rapport au monde et par rapport à tout. Tout ce qui se passe, ils mettent ça en perspective. C'est intéressant, c'est comme s'ils étaient un peu des analystes de leur propre vie. C'est intéressant, c'est la première génération, sans doute depuis très longtemps, si vous voulez, que ça arrive, c'est-à-dire qu'elle vit et se regarde vivre, en permanence, si vous voulez. Et donc, puisqu'en fait, eux-mêmes sont les héros de la story qu'ils font. Et donc, comme ce sont les héros de la story qu'ils racontent, qu'ils se racontent, globalement, ils mettent une distance en permanence. Ils vivent et ils se regardent vivre en permanence, d'où le fait qu'ils peuvent et ils veulent créer des marques, des business en permanence. Parce que là, ils vont jusqu'au bout de la story, si vous voulez, puisqu'ils développent en fait ces business. Alors, naturellement, quand ils font des erreurs, ça ne peut pas être des erreurs, puisque ça, vous le savez très bien. Troisième élément qui rejoint ce qu'on disait sur la reconnaissance,
puisque ce sont des héros, ils attendent leur minute de gloire. Donc c'est à vous de leur donner. Eh oui, je sais bien. Donc vous devenez des metteurs en valeur de vos étudiants et de vos étudiants. Mais bon, c'est intéressant, hein, être finalement impresario, hein, d'artiste. On aimerait bien faire de temps en temps faire un CTRLZ, hein, et de pouvoir zapper complètement. Alors ce que nous dit normal, hein, tu indiques quand parfois tu as envie de faire CTRLZ dans la vraie vie, on verrait une jeune accouchée faire CTRLZ et son enfant disparaître comme par un coup de baguette. Ah non, c'est pas normal, c'est Cyprien. C'est assez intéressant. Mais en fait, entre le online et le offline, la vraie vie pour cette génération, c'est le online. Hein? Et donc, si vous voulez, les choses sont inversées. C'est pour ça qu'on a des difficultés de les comprendre. Et donc, le offline est dans la story en permanence. Et dans le je prends pas, je clique, je like, je delete, je delete, etc., si vous voulez. Et donc, pour eux, la vie est le prolongement un petit peu de cette vie. Donc, pour terminer sur cette info, on voit bien qu'ils vont jusqu'au bout de cette logique, puisque ce qu'ils aiment bien, c'est eux-mêmes mettre de la distance par rapport à leur propre vie. Tout est peu ou prou dédramatisé. Hein? Et donc, c'est quoi qu'il arrive, c'est tout. Voilà les quelques petites choses que je voulais vous dire, si vous voulez. J'ai dit génération Z, génération l'autonomie, c'est. Alors, je suppose que vous avez peut-être quelques questions.